Et bonjour à tous et aujourd'hui on commence directement l'analyse avec de la violence. Vous le savez, j'ai ouvert un trade sur le BTC qui était haussier et je me suis fait sortir de ce trade. Mon stop loss clairement a été touché et j'ai perdu. Vous le savez, mon risque management, comment il se situe? 1% de mon capital trading sur ce trade-là. Malgré tout, je prends un clou, je le pose sur une planche de bois, je l'enfonce pas avec ma main, je l'enfonce pas avec un petit marteau, mais avec une enclume. Pourquoi je dis ça? Je remets une seconde position haussière sur le BTC, je remets un long LONG en position avec cette fois-ci un stop loss qui sera positionné sous les 17 500 et je repars maintenant encore et toujours sur une zone d'accumulation. Cette zone d'accumulation pour moi est tout à fait légitime vis-à-vis de différents indicateurs. Premièrement, on va regarder Zero Wave, on va aussi sûrement regarder d'autres indicateurs et par exemple ici on voit deux moyennes mobiles qui se croisent, on va en parler, etc. Mais c'est-à-dire que la zone actuelle, jusqu'à preuve du contraire, si le BTC, il nous fait ça, c'est terminé. Zone d'accumulation, bah non, en fait, c'était une zone de continuité de chute. C'est tout, d'accord? Il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais malgré tout, tant qu'elle n'a pas fait ça, bah pour moi, la zone ici est parfaite pour tester des longs. Et c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, avec mon stop loss posé sous les 17 500, soit on va pas le chercher, on est bel et bien sur une zone d'accumulation et je prendrai cette zone-ci de manière très profitable pour moi, étant donné que là, je viens d'entrer sur un bas de range. Et également, au contraire, si on chute plus fortement, je me ferai sortir de mon trade. Mais normalement, vu la zone de consolidation assez longue, vu le premier mouvement également précédant cette consolidation, le prochain mouvement ne devrait pas être juste une petite mèche de chasse au stop, mais une vraie mèche, et c'est-à-dire aller rechercher, bon là j'exagérais peut-être, mais aller chercher les 14 000, les 13 000, les 10 000, et peut-être même, qui sait, peut-être que j'ai pas assez exagéré même, les 8 000, les 6 000, les 3 000, les 1000, les zéros, peu importe, vous allez voir l'objectif que vous voulez, si vous voulez voir le BTC mourir. Malgré tout, là, du coup, j'ouvre un deuxième trade et je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Avant de commencer d'ailleurs les Zero Wave, est-ce que je fais d'abord les Zero Wave ou est-ce que je fais les indicateurs simples? Indicateurs simples. Indicateurs simples parce que sinon je vais perdre tout le monde et les gens vont peut-être pas suivre ma logique et ils vont pas réussir à tenir toute la vidéo. Premièrement, on va partir sur différents indicateurs. Je vais en aborder 3 aujourd'hui, seulement 3. Et dans les autres vidéos, je vais en montrer d'autres. D'accord? Mais aujourd'hui, seulement 3. On part en weekly et vous le voyez ici à l'écran sur les moyennes mobiles qui sont, et je vais vous le montrer ici, la 50 et la 100 en weekly. À chaque fois que précédemment, on a eu ce croisement, qui est ici symbolisé par la petite croix bleue, c'était la fin du bear market, en tout cas dans les différents crashs précédents. On va retourner ici sur l'année de 2018 à 2019, pas très compliqué à la compréhension. Première croix bleue par rapport aux deux moyennes mobiles que l'on voit ici en 100 et en 50, le crash avait été connu, le bottom avait été connu. Par après, on retourne également sur l'année ici de 2014 à 2015. Même chose, première petite croix bleue ici, premier croisement des deux moyennes mobiles. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Également un dernier bottom qui avait été exprimé. Là maintenant d'ailleurs, la phase qu'on connaît actuellement sur le BTC, c'est-à-dire une accumulation possible, parce que si ce n'est pas une accumulation, c'est une continuité de chute, c'est juste une continuité de chute comme je l'ai dit, mais c'est-à-dire que on pourrait peut-être se retrouver dans quelque chose d'assez horizontal, comme suit, faire bel et bien des fortes corrections, aller rechercher très proche du précédent bottom, sans jamais pour autant le dépasser, et où ma logique du, maintenant je mets mon stop loss bien en dessous, ou en tout cas juste en dessous en fait des 17 500, et à ce moment-là, peu importe, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, le bottom aura peut-être été dessiné, à ce moment-là, je resterai dans le trade pour tout le potentiel haussier qui peut s'amorcer par après. Ça, c'est la logique. Malheureusement également, là, on n'a pas assez d'historique pour voir le premier crash en année de 2011 vers 2012 sur le BTC, étant donné que l'on voit bel et bien que malheureusement, les moyennes mobiles n'ont pas la possibilité de se créer avec un historique suffisant, et donc il n'y a pas ici d'interprétation par rapport à une Golden Cross ou une Death Cross. Également, quelqu'un m'a dit, parce que c'est vrai que le mot Death Cross, le croisement de la mort, ça incite souvent, et c'est un indicateur souvent également potentiellement utilisé dans des time frames plus petites pour indiquer le début d'un mouvement baissier. Là, par contre, quand il y a une death cross, on le voit bien, c'est pas le début d'un mouvement baissier, mais c'est plutôt le début d'un mouvement haussier. D'accord? À ce moment-là, quelqu'un m'a exprimé dans une vidéo précédente, mais moi, en fait, la death cross, quand on est sur des grandes time frames comme ça et qu'il faut l'exprimer, je dis pas en fait que c'est le début d'un mouvement baissier, mais c'est plutôt la fin du mouvement précédent. D'accord? Donc, il le voit vraiment comme ça, et comme on interprète ça de cette manière-là, première death cross, interprété comme la fin du mouvement précédent,
le mouvement précédent, c'était le crash, eh bien, on commence un nouveau mouvement par après. Donc, je trouve que vraiment, sur les grandes time frames, c'est une belle interprétation. C'est une jolie phrase pour faire comprendre les choses. Death Cross, ben, dans ce cas de figure ici, dans ce cas, pardon, figure-ci, c'est plutôt la fin d'un mouvement précédent et un nouveau mouvement à venir. Et donc ici, nouveau mouvement à venir, haussier. Ici également, en 2018, nouveau mouvement à venir, haussier. Fin du mouvement précédent, crash, d'accord. Ici également, nouveau mouvement à venir, haussier. Ancien mouvement précédent, c'est répétitif. Ancien mouvement précédent, on a compris. Le mouvement précédent, eh bien, c'était le crash. Et donc, dans cette interprétation-là, avec ces death cross, et donc si on peut mettre ces jolies phrases, eh bien, maintenant, ça devrait être haussier. D'accord. Donc, je trouve vraiment ça intéressant par rapport à ces deux moyennes mobiles. Également, ce qu'on va faire, c'est passer. Alors, je le montre, mais je le montre tellement celui-là, mais celui-là, H-Ribbon. Alors, H-Ribbon, on va passer sur ça ici. Je ne l'ai pas mis en fait. Qu'est-ce que je fais? Boum, je vais retirer le RSI et on va chercher le H-Ribbon. Poup, poup, poup. Et je vais être en délit pour indiquer ici le H-Ribbon. H-Ribbon ici, parfait. H-Ribbon, pastille bleue, d'accord. L'impastille bleue, je le rappelle, s'exprime quand il y a un signal d'achat. Donc, il a été fait il y a maintenant quelques jours, un peu plus d'un mois quasiment, parce que quoique, on est quelle date? Ben, il y a un mois. On est le 20 et le H-Ribbon s'est exprimé, il me semble, le 19 ou le 20. Ici, j'ai un peu du mal à voir, mais le 19. Donc, ça fait un mois, d'accord. Malgré tout, cette pastille bleue peut apparaître plusieurs fois, d'accord. Regardez, il y a plusieurs indications de pastille bleue, comme vous le voyez ici. Mais, quand cette pastille bleue s'indique pour la première fois dans le laps des 2 ans avant le halving, ça a toujours été la bonne pastille qui indiquait la fin du bear market et au contraire le début du bull market. C'est-à-dire que là, on va prendre 2 ans d'intervalle. On va prendre ici un intervalle du coup de 730 jours plus ou moins. D'accord, on va partir là-dessus. Où est-ce que, en fait, je cherche l'outil? Là, 730 jours. Donc ici, la ligne rouge, c'est quoi? Eh bien, pas plus compliqué, le halving. On va sur un 730 jours. Poup, poup, poup. Voilà, allez, 735. Allez, on va sur un 732. Là, on est bon, d'accord. Première, dans cet intervalle-là, hein, parce qu'il y en a une avant, mais elle ne fait pas partie de cet intervalle des 2 ans. Première pastille bleue, on avait bel et bien connu le bottom. Par après, plein de pastilles bleues. Plein. Peu importe, on ne les interprète pas. La première dans l'intervalle des 2 ans, d'accord. Donc ici, 732 jours, je vais faire un copier-coller, hop, copier-coller, comme ça je le retranspose également au précédent halving. D'accord. Précédent halving, on est là. D'accord. Boum. La première fois qu'il y a une pastille bleue qui s'exprime, on va essayer de regarder, j'essaie de mettre ça correctement. Voilà, bon, c'est bon, hein. Première pastille bleue qui s'exprime, c'est ici, d'accord? Dans l'intervalle des 2 ans avant le halving, d'accord? On est ici en 2015, première pastille bleue. Et qu'est-ce qui se passe? Le bottom a également été connu. Alors là, je suis malheureusement pas sur le BLX, mais je vais regarder si sur le BLX ça va. Voilà, donc OK, on est bon. Là, on est bon. Là, on vient de le faire, hein, le 2015. D'accord, on vient de le faire ensemble. Et on va également retourner. Bon, là, c'est la première zone par rapport, eh bien, au BTC, c'est-à-dire 2011 vers 2012. Et je vais refaire rebelote le même travail. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? On reprend de nouveau par rapport à cette référence. Bon, mais là, par contre, c'est un peu compliqué vu que là, on peut s'étaler et on englobe même, vous le voyez bien, ici 732, on englobe même le top. Mais bref, intervalle de 2 ans, première pastille bleue, le bottom avait également été connu. D'accord. Donc là, pour le moment, ça se répète à chaque fois. Que ça soit en 2011-2012, que ça soit en 2015-2016 ou que ça soit également en année de 2018 vers 2019. À chaque fois, la première pastille bleue dans cet intervalle de temps a été bonne. Maintenant, du coup, le prochain halving, bah, il est quand? Il est estimé, d'accord? Il est estimé vers mars d'année 2024. Il sera peut-être un peu avant, un peu après. Nous, du coup, vis-à-vis de cette estimation, on a posé le halving avec ce pointillé que l'on voit ici vertical vers mars d'année 2022. Et donc, je vais reprendre de nouveau cet intervalle, hein, vous le savez, des 2 ans. On va ici à 730 de nouveau, 732, voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans cet intervalle des 2 ans? On a également, vous le voyez, tout simplement, la pastille bleue qui s'est exprimée. Et si on regarde l'historique, à nouveau, on aura connu le bottom. D'accord. Donc ici, de nouveau, quelque chose qui m'appuie sur le fait de me dire, bah, c'est une belle zone d'accumulation. On a un premier indicateur avec les moyennes mobiles en weekly 50 et 100. On a ici un second avec le H-Ribbon, qui également, pour le moment, s'est bien exprimé. Et on va regarder un troisième. Demain, j'en ferai d'autres. Là, aujourd'hui, je montre vraiment ceux que j'utilise beaucoup. Mais on va regarder un troisième. On va se mettre ici en 3 semaines. Hop. Le VMC, je ne sais pas si ça va aller ici. Oui, vous avez entendu, je vais remontrer à nouveau le VMC, mais c'est parce que c'est très simple en fait à la lecture. Non, il me semblait bien que ça n'allait pas fonctionner sur celui-ci. On va passer sur un autre. Ah, ici.
Voilà, on va passer sur quoique, le graphique avec le plus d'historique. Ah super, là on est bon. Et alors le VMC du coup? On va le remettre parce que je l'ai retiré. Le VMC en 3 semaines. Au plus, l'historique est grand et au plus, c'est fiable, d'accord? Le VMC, c'est pas plus compliqué. À chaque fois qu'il y a une pastille verte, donc c'est pas comme le H-Ribon où c'est une pastille bleue, mais si à chaque fois qu'il y a une pastille verte, c'est un signal d'achat, d'accord? On regarde dans le passé avant de regarder ici. On voit bien pastille verte, hein. Il y a pas de, vous avez compris, le truc est pas compliqué. Mais du coup, on va retourner ici sur l'année de nouveau, de 2018 à 2019, pastille verte indiquée et le bottom avait été connu, d'accord? Belle zone de consolidation, d'accord? Vraiment, on consolide de décembre à février-mars, de nouveau 3 à 4 mois de consolidation avec très, très peu de volatilité. On comprend bien, à ce moment-là, c'est un peu la même, en tout cas, le même cas de figure que maintenant. Est-ce que c'est bear, est-ce que c'est pas bear? Il y a le camp des bears, il y a le camp des boules et tout le monde se frappe sur la tête, d'accord? Pour être très poli, j'aurais pu dire un autre mot. Mais clairement, en fait, c'est un grand débat. Maintenant, c'est est-ce que c'est haussier ou est-ce que c'est baissier? Et il y a la team baissier et il y a la team haussier. Voilà, bon, bref. Donc c'est un peu la même chose. Moi, ici, le VMC, de manière objective, pas sentimentale. L'indicateur m'indique ici un signal haussier. Point. Je ne vais pas l'interpréter plus. Une pastille verte, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire. D'accord? On va retourner également en année de 2015. Pastille verte. Et la première, hein, toutes les autres après, bah, tant pis, elles donnent leur signal trop tard. D'accord? Donc il n'y a pas à voir. Hein. Et ici également, on voit la première pastille verte, tout simplement. Et pas celle-là. Hein. Celle-là, elle est ridicule. Hein. Ça doit être en dessous. Hein. D'accord? Et également, ben là, on voit quoi? La première pastille verte qui s'indique après. Eh bien, le bottom. Encore une fois, et toujours ici, un indicateur qui m'indique que le bottom est peut-être connu. D'accord? Donc moi, de manière objective, eh bien, j'ai pas envie de dire, vis-à-vis en tout cas de ces 3 indicateurs, que le bottom n'est pas connu. D'accord? Maintenant, n'empêche, peut-être qu'il se trompe. Et de toute façon, demain, après-demain, après-après-demain, on verra d'autres indicateurs. Là, c'est les 3 premiers. Mais on en verra d'autres et peut-être qu'il y en a plein d'autres qui diront bah, CMA, c'est complètement bear. Malgré tout, vous le savez, ce travail, on l'a déjà fait il y a quelques semaines ensemble et on a basculé il y avait plein d'indicateurs bear à maintenant, il y a de moins en moins d'indicateurs bear, il y a de plus en plus d'indicateurs bull. Je vais un peu spoiler pour la suite du travail, mais voilà, ça serait intéressant tout de même de pouvoir l'observer. Maintenant, ce que je vais faire du coup, c'est quand même aller maintenant sur les Elliott Wave. D'accord? Elliott Wave, on l'agrandit, on met ça en 4 heures, vous allez voir que pas mal de choses ont changé à l'écran. Pas mal de choses, pourquoi? Mais parce qu'on a enfoncé ce bas-là des 18 500. On ne pouvait pas l'enfoncer dans le plan précédent. Malgré tout, je vous le dis encore et toujours, ces vagues-là qu'on avait décomptées ensemble, d'accord? Il y en a encore et toujours 5 pour moi. C'est-à-dire que ça monte bel et bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ça, je retire l'aimant, ça va être ennuyeux avec l'aimant. Il y a bien 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? Je vais mettre de manière visible parce qu'on voit rien du tout. C'est complètement aveugle ici. Mais 1, 2, 3, 4, 5. On est bien là-dessus, d'accord? Bon, j'ai mal posé les points, mais vous aurez compris. Hein, pour ceux qui veulent voir le décompte précédent, c'est de toute façon dans mes vidéos précédentes, d'accord? Mais ça, c'est du tout petit détaillé. Mais bref, 1, 2, 3. Pour moi, il y a bel et bien ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et pourtant, on enfonce. Et je vais le laisser parce que je vois pas du 3 là-dedans. D'accord? Si vous voyez du 3, tant mieux ou quoi que ce soit, mais j'en vois pas du 3. Donc moi, je laisse clairement du 5. Alors, hop, je retire de nouveau parce que maintenant, c'est des petits détails. On est passé, on va analyser les choses d'après, etc. Mais c'est-à-dire que je dois interpréter ces 5 là parce que, en fait, je veux le laisser. C'est bête, mais j'ai une certaine confiance en ce décompte. J'en vois 5, j'en vois pas 3, je vois rien d'autre. Donc je le laisse. Je le laisse, je vais pas le retirer. Je le laisse, d'accord? Si je me trompe, tant pis. Mais si quelqu'un compte, et d'ailleurs dites-le dans les commentaires, CMA au moment où tu hésites sur le décompte du 7 septembre au 13 septembre, bah moi j'en compte 3. Dites-le moi, moi je compte une WXY, moi je compte une WXYZ, moi je compte. Dites-moi ce que vous comptez. Moi j'en compte 5. Maintenant, d'autres avis m'intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parviennent à compter autre chose et qui étaient parties là-dessus, hein? Vraiment, hein? Bon, moi, j'en vois que 5, donc je pars là-dessus. Et donc, tout ceci va développer et modifier mon plan global. Alors, vous le voyez, c'est plus que modifier mon plan global. On va vraiment dans la profondeur des figures. En voyant ça, et en voulant rester dans un scénario boule, eh bien, je suis obligé de modifier ces premières vagues-là. Et vous voyez bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai indiqué? Une 1, 2, 3, 4, 5. Mais on va en parler de cette fameuse 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si c'est ça, c'est un démarrage de marché haussier extrêmement, extrêmement piégeur. Parce qu'une leading diagonale dessinée avec un sous-décompte de ending diagonale, et pour ceux qui ont le PDF, vous allez lire la petite ligne verte mise en avant en dessous du paragraphe des ending et des leading dans l'interprétation de chacune. Quand on fait une leading avec une sous-division en 3 vagues, c'est un super bull trap, d'accord? L'inverse, quand on fait une jolie ending diagonale et qu'en fait après, c'est pas c'est pas en fait le début, eh bien d'un marché boule, mais eh bien tout simplement c'est un
Marché bear, eh bien, c'est tout simplement un très beau piège à bear, d'accord? Maintenant, c'est la même chose. Là, ce mouvement normalement 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, eh bien, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que ça n'invite pas à avoir un marché haussier. C'est-à-dire que c'est un très, très beau bull trap, d'accord? Parce que ça invite au contraire, non, bear trap, parce que du coup, ça invite à avoir une baisse, excusez-moi. Bref, c'est compliqué. Le paragraphe dans le PDF est bien écrit. Là, moi, mes idées, c'est un peu compliqué, mais cette affaire-là, entre guillemets, n'invite pas à avoir une hausse. D'accord? Ça n'invite pas à avoir une hausse. C'est-à-dire que si ça, c'est une hausse, eh ben, ça va piéger pas mal de monde. D'accord? Ça va piéger pas mal de monde. Et donc, ceci, si c'est bel et bien ça, eh bien, je vais devoir l'interpréter comme suit. Alors, est-ce que j'ai pas mis l'aimant, hein, parce que l'aimant va être hyper ennuyeux. Va l'interpréter de cette manière-là, en 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, je le mets à l'échelle après. Mais vraiment de cette manière-là. Je vais vraiment mettre un degré assez important, comme ça on le visualise bien. 1, 2 et alors, bah, bien entendu après 3, 4 et 5. 3, 4 et 5. C'est posé au hasard, hein. Faites pas attention, je l'ai posé, c'est juste pour montrer qu'il y a le développement après qu'on attend pour, eh bien, cette 4 et cette dernière 5, d'accord? Donc là maintenant, clairement, moi, je vois ça de tout à fait potentiel, parce que les indicateurs à côté, d'accord? Indicateurs à côté et si j'avais pas ces indicateurs-là, peut-être que j'irais déjà dans un marché bear, d'accord? Je serais peut-être plus agressif sur, eh bien, le fait qu'on aille en dessous des 17 500. Mais vous le savez, je ne travaille pas qu'avec un indicateur. Je mélange un peu tout, je regarde, en fait, un peu tout de manière objective, je fais un décompte et je me dis: «Qu'est-ce qu'on a de plus de ch en tout cas, quelle est la chance la plus élevée?» Qu'on soit encore dans un marché bear ou bull, en faisant l'addition de tout ça. Et avec l'addition, pour le moment, moi, ce que je trouve comme résultat, c'est qu'on aurait plus de chances de se retrouver dans un marché bull. Donc dans une zone d'accumulation, donc dans un dernier trade, encore maintenant, très très pertinent à ouvrir, haussier, d'accord? C'est-à-dire que je sois bel et bien clair, haussier, pas sur quelque chose de baissier, d'accord? Mais non n'empêche, c'est-à-dire également, là, vite fait un mot avant de continuer l'analyse pour les investisseurs qui regardaient la vidéo, vous ne devez pas vous dire: «Ah, bon, comme c'est la zone d'accumulation potentielle, je vais acheter à 100 maintenant cash», d'accord? Par exemple, vos 10 000, vos 100 000, votre million de dollars, d'euros. Non, on n'achète pas aujourd'hui cash. C'est ridicule. Vous allez prévoir un temps déterminé, par exemple 6 mois à 1 an et demi, et vous dire: «Bah, je vais acheter maintenant du BTC toutes les semaines», d'accord? Et mon capital qui est octroyé au BTC, eh bien, il va rentrer petit à petit toutes les semaines. Ça va vous permettre, et je vais le faire de manière très simple et visuelle. Si jamais, eh bien, maintenant c'est le bottom et que ça fait ça et puis que ça fait ça va vous permettre par palier de temps d'acheter un peu là, d'acheter un peu là, d'acheter un peu là, d'acheter un peu là, d'acheter un peu là. Mais donc, qu'est-ce qui se passe si c'est le bottom? Vous êtes en train d'acheter le bottom. C'est pas l'objectif de tout le monde d'essayer d'acheter le bottom? Dites-moi, dites-moi. Oui, bien sûr que c'est l'objectif de tout le monde. Tout le monde se dit de manière cachée: «J'aimerais tellement acheter le bottom». Mais si tu fais ça, tu es en train d'acheter le bottom. Mais alors tu vas me dire: «Attends, mais c'est CMA». Au contraire, si ça crache, beh, si ça crache, imaginons, plop, 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 pouf! Et puis après on j'illustre une hausse parce qu'on espère que le BTC remonte un jour, d'accord? Mais à ce moment-là, comme tu viens de continuer à faire ta fameuse stratégie d'achat par palier, eh ben, tu achètes un peu là, tu achètes un peu là, tu achètes un peu là, tu achètes un peu là et tu es en train d'acheter le crash. Tu es en train d'acheter le bottom. Donc cette stratégie-là, c'est la meilleure. Il y a pas à hésiter à faire ça. Si tu veux acheter le bottom, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas autre chose. C'est de l'achat par palier de temps. Si tu veux acheter d'un seul coup sec, en étant très agressif, en disant: «Je vais rentrer sur le meilleur prix maintenant à 18 900», en tout cas un des meilleurs prix, parce que je le sais, j'ai une boule de cristal, ça n'ira pas plus bas. Ben, si jamais ça va plus bas, tu es piégé. D'accord? Donc ça, petit disclaimer, c'est même pas un disclaimer, c'est juste, c'est ça que tu dois faire. Tu dois rien faire d'autre. Tu dois rien faire d'autre, selon moi. Maintenant après, chacun a sa manière de faire, peut-être son expérience différente et cetera. Mais là, je vous donne vraiment mon point de vue. C'est pour moi ça la meilleure des manières de faire, d'accord? Clairement. Malgré tout, on va retourner maintenant dans l'analyse et pour ce faire, on va regarder les choses. Alors, comment exprimer tout ça? Moi, pour pouvoir voir cette 2, bah, il faut que je lise, si on est bel et bien dans cette 2-là, une vague de correction. Pas de l'impulsif ou quoi que ce soit, donc je vais pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, je commencerai en fait, c'est bête, mais en fait un marché baissier. Donc je vais ici décompter en votre présence plutôt une première A, B, C, une zone de consolidation. En regardant le RSI, je vais le mettre en daily et donc j'avais dit le RSI bien sûr. Le relatif, il est où? Hop, ici. En regardant le RSI, on nous fait bel et bien, par exemple, la première A, la B et puis la dernière C, avec, il est vrai, des extensions de
fou malade, d'accord? La première bien A, B et C potentiel, A, B et C, la A, B, C en blanche, A, B, C en blanche, potentiel. Je dis potentiel parce que là, on est sur un décompte, encore une fois, pas approximatif, mais plutôt, comment on dit ça? Expérimental. Voilà, expérimental. On essaye de trouver dans quoi on est, plus précisément. Et là, maintenant, du coup, donc A, B, C, avec, oui, des extensions de fou, hein, à la fois sur la B, à la fois sur la C, un truc piégeur comme pas possible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ça. Ça me fait penser à un truc, regardez. Ce genre de A, B, C, ça me fait penser, alors je l'ai, à mon avis, plus indiqué, parce qu'on l'a analysé ensemble durant les dernières analyses. Ça me fait penser à ça, en fait. Et c'était aussi une ABC. Alors je vais vous la dessiner. Vous la voyez à l'écran à mon avis, hein. Mais il me semble, hein, attendez, je le mets mal, donc c'était ça, ça, d'accord? Et après c'était bel et bien une ABC, ça a confirmé les choses. Ceux qui ont vécu ce crash avec moi, eh bien, vous l'avez bel et bien vécu, vu qu'en plus de ça, on a magnifiquement prévu tout ça. Bref, on est trop contents de nous, précédemment en année de 2019. Mais c'est-à-dire que ça aussi c'est une ABC et donc quand on regarde ça, je vais regarder vite, excusez-moi, hein, mais c'est juste pour montrer le cas de figure. Par rapport à un historique déjà connu, d'accord? Ici, ah, on va chercher, ah bah 123, 123. Ici, c'est nickel pour les 123 et l'objectif de là en haut me dit pas que me dit pas qu'en fait, c'est aussi parfait. Voilà et là, on va chercher les 261 ouf, heureusement, heureusement que c'est pas trop parfait. Mais voilà, extension folle. Bon, que sur la C ici, les 123 sont parfaits, mais ici, on avait également fait une ABC avec juste et uniquement une extension sur, eh bien, notre C. Bah, là, maintenant, clairement, moi, je vois, je le retire, je te retire mon bonhomme, je vois au contraire, bah, une extension sur les 2. D'accord, sur les 2, c'est-à-dire qu'à la fois sur la B et à la fois sur la C. Si vous voulez voir ça plus précisément, eh bien, je vais le mettre avec vous, hein, l'extension. On fait ceci et on voit bel et bien une extension qui va chercher les 200, un truc de Barjo, hein, pour être clair, et l'extension ici de la C, un autre truc de Barjo, hein, bien entendu. On va chercher ici les 200 et les 361. Donc un gros truc de Barjo. Il est malade, le machin. Le BTC, il est devenu fou à ce moment-là. Mais bon, moi, je ne vois que pour le moment ça, pour l'introduire dans mon plan. Et c'est-à-dire que, comme j'ai fait A, B, C, A, B, C, donc je pars potentiellement dans une WXY ou si le crash, bon le crash, la correction ici sans repasser en dessous des 17 500 devait continuer à s'effectuer, je partirai peut-être à ce moment-là sur une WXY XZ. Mais bon, on n'y est pas encore, donc développons les choses tout de même comme maintenant. C'est-à-dire que ce que je vais indiquer comme degré supérieur, WX Y, que je vais mettre en une couleur flashy de chez Flashy, comme ça on la voit tous, boum, en rose. Et c'est ça que je vais, bien entendu, travailler avec vous maintenant. Malgré tout, avant de continuer du coup le travail de cette figure-ci, je reprécise les personnes qui veulent aider la chaîne et comprendre peut-être un peu plus aisément ce que je suis en train d'expliquer, parce que c'est vrai, c'est peut-être un peu compliqué. J'ai écrit un PDF qui est en train de dérouler maintenant et ça fonctionne comment pour le recevoir? Ça fonctionne par donation et surtout par palier de donation. Ce PDF correspond à un certain palier de donation, en tout cas vers les premiers, pour aider la chaîne. Merci à vous. Et ce PDF comprend tout. Les vagues, c'est-à-dire les corrections, les impulsions, les endings, les leadings, toutes les statistiques également, les zones d'achat, les retracements, je sais pas moi, tout ce qu'il y a à dire sur les vagues, eh bien c'est indiqué dans ce PDF. C'est écrit de manière concise. Vous n'aurez pas une Bible, hein. Vous n'aurez pas 500 pages. Vous attendez pas à avoir un bottin téléphonique. L'objectif, c'est d'apprendre, c'est-à-dire de tout pouvoir lire, de pouvoir tout intégrer. Chaque phrase va à un but. C'est pas une phrase pour faire joli, expliquer un contexte, machin, une anecdote sur la bourse précédente en 1970. Non, il n'y a pas de ça. C'est on va droit au but. C'est quoi une B? Boum. Comment se construit une B? Boum. Quelle extension? Quel retracement? Boum. Tout, les statistiques, boum, et on va droit au but. Malgré tout également, vers les derniers paliers de donation, ça c'est pour ceux qui ont des yachts, c'est pour ceux qui ont des hélicoptères, qui se déplacent de villa en villa et de building en building. Vous, au contraire, les paliers les plus élevés, ça va rien vous faire. Et là, vous aurez bien entendu le PDF également, et une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous, avec plan de trading et plan d'investissement, bien entendu. C'est-à-dire également, du coup, une projection de prix sur le long terme pour votre actif. Maintenant que ça c'est dit, on repart sur l'analyse de ceci. Bon, première W, X, potentiel. D'ailleurs, retracement de X, ça nous fait combien? Je rappelle, 61,8. Alors là, propre. Alors là, les gars, je ne m'attendais pas à un objectif aussi propre. 61,8 pile. Magnifique le bazar. Les objectifs d'une Y. Alors, on va le faire. Je remets l'aimant quand même pour avoir vraiment le pixel prêt. Hop, et hop, objectif d'une Y, je les rappelle tous, hein, encore et toujours, ce sont, vous le savez, les fameux 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Là, actuellement, on a dépassé les 61,8. Ouais,
On vient d'aller chercher les 85,4, mais ce n'est pas un objectif théorique. Et l'objectif théorique, ce sont les 100. Les 100 qui se retrouvent ici à 17 641 $, ce qui nous empêcherait de faire un plus bas, mais ce serait un sacré double bottom. Parce que le précédent bottom sur Coinbase, les autres échanges, c'est d'autres prix. Rappelez-vous, chaque échange a son propre prix et sa propre fluctuation, bien entendu. Alors, ça se joue à très proche, hein, mais il faut être précis quand même. Donc, à quelques dollars près, c'est différent. Parfois même, j'ai vu ça à l'époque, c'est sur Bitfinex, il me semble, pour les plus anciens, rappelez-vous. Il y avait eu une folie, une folie. Ben, d'ailleurs, je vais peut-être le regarder avec vous maintenant pour vous montrer le contexte, mais une folie par rapport aux échanges. Bitfinex, il était à 2000 $ de plus que tous les échanges à un moment. Bref, et ici, donc du coup, ça nous ferait comme objectif possible, avec ces 100, eh bien, une correction tout proche de ce dernier bottom, et donc un double bottom. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, mon stop, de toute manière, je ne vais pas être plus agressif, la mettre plus haut. Mon stop, clairement, en entrant sur ma position, je vais le mettre là-bas en bas, pardon. Hop, d'accord. Je vous l'ai dit, hein, je vais ouvrir, hein, d'accord, une seconde position. J'appuie sur le clou avec une enclume. Donc, je vais le faire. Donc là, maintenant, stop loss que je vais poser là-bas en dessous, bien sûr, avec peut-être un petit bruit du cours, on ne sait jamais, hein, ça dépend des échanges de trading, hein, souvent, parfois il y a des petits bruits, hein, des petites chasses au stop qui sont un peu plus puissantes. Mais du coup, voilà, d'accord, je vais le poser là-bas en dessous. On verra à combien, je verrai en tout cas à combien, puis je vous dirai ça. Mais normalement, voilà, vers les 17 000, ouais, 17 000 c'est bien, 17 000 ici c'est bien, d'accord. Et par après, l'objectif c'est quoi? C'est les jouer la 3. Donc dans ce trade-là, donc imaginons que imaginons que je le pose à 17 000. C'est pas encore fait. D'accord? Mais imaginons que je le pose à 17 000, voilà, d'accord? Imaginons que je rentre maintenant et je symbolise du coup mon entrée. Je fais le travail avec vous en fait et vous allez voir comment ça marche pour ceux qui ne sont pas au courant. Hop, on met un point d'entrée en vert. Alors je vais le mettre en très large comme ça on voit que c'est là, d'accord? Mon point d'entrée, mon stop, d'accord? Donc on part sur le fait d'accumulation. Donc on se dit on va pas aller en dessous, d'accord? Si on va en dessous, on sort. Et encore une fois, mon risque management et donc le capital qui sera joué sur ce trade sera fait en sorte que si jamais on va chercher mon stop, eh bien, je ne perdrai qu'1% de mon capital trading. Certains vont dire également: «Oui, mais c'est Emma, attends, si tu joues à chaque fois, ce risque-là et cetera, mais en fait, tu gagnes pas forcément énormément sur le trading». Mais est-ce que vous entendez votre discours? Ceux qui ont ce discours-là, est-ce que vous l'entendez? Qu'est-ce que ça sous-entend, ce genre de discours? En tout cas, moi, c'est ce que j'interprète dans ce genre de discours. C'est donc là, je parle à votre place. J'ai envie d'être riche, j'ai envie de gagner vite de l'argent, donc je fais du trade parce que c'est le meilleur moyen de devenir riche rapidement. Ou en tout cas de gagner beaucoup d'argent rapidement. Là, c'est Emma, toi, ce que tu me montres en vidéo avec un risque management où tu ne perds qu'1% par trade, etc., etc. Tu me montres une manière peut-être de gagner de l'argent, mais pas rapidement. En tout cas, pas assez efficiente pour moi. Je précise. En tout cas, c'est ma position, ma manière de voir le trading. Le trading n'est pas là pour te faire gagner de l'argent à outrance, c'est-à-dire de te faire devenir milliardaire en 2 semaines. D'accord? Bon, alors j'exagère mes propos, je suis youtubeur, je fais exprès de faire un peu du spectacle avec mes propos, mais de te faire devenir beaucoup plus riche, ou en tout cas de manière beaucoup plus aisée, directement, ou en tout cas assez rapidement. Les choses, eh bien, arrivent souvent lentement. C'est-à-dire que pour devenir riche, c'est comme tout. Quand tu ouvres une boîte, eh bien, ta boîte, normalement, sauf coup de chance, elle va fonctionner normalement, eh bien, seulement plusieurs années après. Mais vraiment être efficace. Et non pas 2 semaines après l'ouverture de ta boîte, ça y est, tout le monde veut mon produit, c'est magnifique. Sauf si c'est vraiment révolutionnaire. Si tu inventes le feu, c'est clair qu'à ce moment-là, le jour de l'invention du feu, tout le monde le voulait, d'accord? Bon, j'invente, hein. Encore spectacle pour la chaîne, hein. Mais vous avez compris. C'est-à-dire que, hors exception, tout prend du temps. Accumuler l'argent, ça prend du temps, d'accord? Ce qui est exceptionnel, c'est d'en faire rapidement. Pourquoi? Ce qui est exceptionnel, c'est de gagner au loto. D'accord? On peut gagner de l'argent rapidement, mais c'est exceptionnel, d'accord? La même chose pour le trading. Tu peux gagner rapidement de l'argent, mais c'est exceptionnel. Mais en faisant ça, tu prends également énormément de risques. C'est un peu comme le rouge et noir sur le casino. Tu peux mettre, imaginons que tu rentres dans ton casino. Tu dis: «Ah, j'ai 10 000 $ à jouer là, je suis trop bien. Nickel. Mais je vais tout jouer sur le chiffre 32». Je sais pas s'il existe, mais je suppose que oui, hein, parce qu'il y a pas mal de chiffres dans le hasard. Sur la roulette. Je mets tout sur le 32. OK, et si on tombe sur le 24 ou sur le 11 ou sur le 15, c'est raté. Mais si jamais on tombe sur le 32, en effet, tu as été hyper rapidement très riche. Parce que le 32, je sais pas, dites-moi un chiffre, quand on tombe sur un numéro, ça fait combien de fois, de multiplicateurs par rapport à la somme qu'on a posée dessus? Mais je pense que c'est beaucoup quand même. Donc tu deviens riche, quoi, d'accord? Et c'est la même chose ici. C'est la même chose ici, d'accord? Alors tu me diras: «Oui, mais c'est plus une couleur,
parce que du coup, c'est pile ou face et donc bon, bah, imaginons que tu mets sur le rouge, tes 10 000 et qu'en fait, ça va sur le noir le bazar. Bah, tu as perdu. Mais par contre, si ça va sur le rouge, boum, tu as fait le double en un seul coup. Et oui, effectivement, tu as fait une très, très grosse plus-value. C'est la même chose ici pour le trading. Le trading, c'est compliqué et normalement, hors cas exceptionnel, eh bien, tu vas gagner lentement, en fait, d'accord? Et c'est ça que j'explique. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaie de transmettre. Cette valeur-là, de savoir qu'un effort doit être proportionnel par rapport à la récompense qu'il va apporter, d'accord? Et c'est-à-dire que si, en fait, ton effort est microscopique, que tu te dis: «Allez hop, coup sec, je vais y aller», eh bien, malheureusement, effectivement, peut-être que c'est le jackpot, tu vas faire une rentabilité de fou, mais malheureusement, tu auras plus de chances, ou de malchance plutôt, eh bien, de faire une perte là-dessus. Parce que l'effort est microscopique. Au contraire, si c'est long, fastidieux, pas toujours, hein, après, un travail peut ne pas être fastidieux, tu peux aimer ton travail, mais en tout cas, sur vraiment un effort important à fournir et vraiment un travail derrière, quelque chose de soutenu, quelque chose, de fort quoi, vraiment qui tient réellement, qui a une vraie direction, qui a vraiment, bah, voilà une structure réelle, normalement tu arriveras par rapport à ce développement à quelque chose, mais comme dit, eh bien ça prend du temps, d'accord? Et il faut en avoir conscience. Le trading, c'est du temps, c'est de la labeur, c'est du travail, d'accord? Et c'est pas demain je suis riche, je fais deux trois trades, waouh magnifique, je gagne 10 000 sur chaque trade, allez après je joue 30 000, je gagnerai encore, 200 par trade. Non, eh oh stop, c'est fini, c'est pas vrai ça, d'accord? Et ça, c'est le pire, en tout cas, c'est la pire façon, pour gagner des sous parce qu'en fait, c'est la meilleure façon pour en perdre. Voilà. Bon, ça, c'est vu. Donc mon prochain trade, 1 de perte à nouveau. Moi, c'est comme ça que je marche, c'est-à-dire que oui, mon gain sera peut-être pas aussi important que ceux qui veulent désirer des gains importants. Mais je l'ai dit, en fait, le trading, ça se tient pas sur, 6 mois, mais ça se tient sur des années, d'accord? Et ça va peut-être, au fur et à mesure, jouer sur des sommes beaucoup plus importantes, toujours 1 hein, mais peut-être que, eh bien, j'aurais plus un capital trading de 100 000 $, mais que j'aurais un capital trading d'1 million. Mais peut-être après 20 ans, peut-être après 30 ans. Mais on ne parle pas d'ici 2 semaines, j'ai un capital d'1 million, d'accord? Tous les chiffres que je viens de donner, encore une fois, c'est pour l'explication pédagogique. J'ai pas dit que j'avais 100 000 de capital. J'en ai peut-être plus, j'en ai peut-être moins. Ouh! Les gens se posent des questions. Mais vous avez compris, hein, c'est pas des chiffres factuels, ce sont des chiffres pour la pédagogie et l'explication. Donc là, maintenant, clairement, là, dans ce trade-là, que je suis en train d'exprimer, 1 de perte par rapport à l'exposition. Donc un capital est terminé par rapport à cette perte possible par rapport à l'exposition. L'ouverture de trade avec objectif de 3. On va regarder le premier objectif de 3, c'est quoi? Alors, je rappelle, je suis en logarithmique et je vais ici à la racine. Je vais en top de 1 et on va aller chercher ensemble au moins l'objectif minimum. Alors, l'ouverture de trade, il est là. D'accord? Là où j'ai simulé à 18 996, donc on va dire 19 000 pour l'arrondir. Premier objectif, c'est ici. 161,8% de Fibonacci. D'accord? Pour la hausse à venir. Si ça, c'est bel et bien un bas de 2, etc., qu'on est tout proche et qu'on fait bel et bien une zone d'accumulation sans repartir sous les 17 500. La 3, c'est-à-dire que l'objectif est aux alentours ici des 34 105 $. C'est-à-dire que si je prends mon outil juste pour avoir un ratio par rapport à l'objectif minimum, donc c'est-à-dire objectif théorique minimum des 34 000 $, on va regarder si c'est intéressant. Et vous l'avez deviné, hein, c'est intéressant, il n'y a pas à se poser de questions, ça se voit déjà juste visuellement, mais comme ça on a plus ici d'ordre d'idée. On est sur une exposition en pourcentage de 10%, et vous le voyez qu'on est sur un ratio de 7,57. Déjà, et c'est l'objectif minimum, ne pas oublier encore et toujours de prendre un TP de sécu, c'est-à-dire beaucoup plus tôt. Et pour ma part, je vais le positionner aux alentours des 50, c'est-à-dire aux alentours des 22 000, voire même un autre un peu plus bas, aux alentours des, un peu plus bas même, aux alentours des 20 000. Voilà, aux alentours des 20 000, je serais bien. Comme ça, en fait, cet objectif-là de prendre des TP très précocement, c'est pour diminuer de manière artificielle, en fait, la distance par rapport en fait à son point d'entrée avec son stop loss. De cette manière-là, on ne va pas déplacer en fait le stop loss. Non, 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 on le laisse bel et bien là-bas en dessous. Mais n'empêche, en prenant des petits TP à hauteur de 7% chacun, parce que je vais ouvrir et je vais arriver moi à 15% sur ces TP de sécu-là, je vais en fait diminuer la perte potentielle si jamais en fait le BTC il nous faisait bel et bien un rebond, mais qu'après il crache, parce que je ne lis pas l'avenir. D'où toute la manipulation pour le trading. À ce moment-là, j'aurais pris potentiellement, hein, peut-être pas, hein, peut-être qu'il va à peine pumper et puis faire ça. Et donc là, tant pis, je prends mon pourcentage finalement sec de perte. Mais si jamais en fait il fait un petit pump, juste pour dire je fais un petit pump, je consolide un peu plus et après je crache, j'aurais pris mes 15% de bénéfices et j'aurais diminué ma perte. Ça sera plus une perte de 1%, mais ce sera une perte d'un peu moins, d'accord, que 1%. Et l'objectif d'un trade, c'est toujours avant de penser, ou en tout cas de fantasmer, ou ça y est, j'ai déplacé mon stop loss.
En termes de stop profit, boum, je n'ai du coup plus ici de pertes possibles parce que si on touche mon stop loss, c'est un stop profit. Donc en fait, on arrête des bénéfices et plus des pertes. Donc je n'ai plus de pertes possibles, donc je n'ai que du bénéfice. Et là, ça y est, je peux commencer à fantasmer sur mes bénéfices. Ça, c'est après. Avant, on doit avoir le réflexe de qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir le moins de pertes possible. Ça, c'est la première chose, d'accord? Donc, tout le travail du stop loss, tout le travail des premiers TP, et ensuite, une fois que tout a été fait et que tout s'est bien passé et que du coup le trade ne s'est pas invalidé, qu'est-ce que par après je continue à faire? De toute façon, tout ça a été travaillé en amont pour vous, d'accord? Vous avez mis votre TP là, vous avez mis votre stop loss, vous avez tout déjà travaillé, d'accord? Il y a pas, c'est pas au moment où les choses arrivent que vous l'avez fait. Vous faites tout comme moi, tout à l'avance. Là maintenant, on est en date du 20 et on travaille des choses qui vont peut-être se passer, si ça se passe bel et bien, si ça se passe pas tant pis, mais qui vont peut-être se passer d'ici 2 mois, d'accord? Avec les premiers TP touchés vers seulement dans 2 mois, ou des choses comme ça. Il faut en avoir conscience, d'accord? Donc ici, premier TP à placer, donc un rectangle rouge et non pas vert, parce que, eh bien, on passe à l'achat dans ces zones-là et on revend quand on monte, bien entendu. Les TP de Sécu, les TP de Sécu, je les ai énoncés, mais je ne les place pas. Je mets que les principaux. Ensuite, on a le TP ici à 261,8 et donc là, ça donne un ratio encore plus intéressant, mais on a déjà fait le travail par rapport au minimum et déjà le minimum est dingue. Si on va regarder le ratio par rapport au 261,8, c'est-à-dire déjà un ratio de 15, et là on a un prix aux alentours des 48 956 pour un top de 3. Hein. On travaille que la 3 là maintenant, puis 4 et puis encore 5 bien entendu. Et également, on peut retrouver les 423,6 qui sont là un objectif encore plus élevé, avec un ratio encore plus élevé, mais ça n'a aucun sens de voir ça, c'est un 36,64. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi ça n'a pas de sens de faire ce travail-là par rapport en fait à l'objectif maximal. Et en fait, du coup, il faut toujours regarder le ratio par rapport à l'objectif minimal. Pourquoi? Parce que quand on arrive là-bas en haut, ça va nous donner par exemple un ratio de 33,83. Ratio fou, super le ratio. Mais malgré tout, ce ratio est complètement faussé parce qu'on a une méthodologie de trading. La méthodologie de trading nous fait prendre des petits bénéfices par-ci par-là. Donc ici, là, un peu avant. Donc en fait, ce ratio est complètement faussé. D'accord? C'est un ratio de 33,83. Si on fait de l'achat là et qu'on exclut tous les TP ici, qu'on ne les prend pas et qu'on revend quand on touche ces 423,6, quand on touche ces fameux 87 000 $, là, le ratio est juste. Mais étant donné qu'on prend du bénéfice là-bas en dessous, ben non, il est diminué en fait ce ratio. D'accord? Si on devait le toucher. Donc c'est pas un ratio de 33. Donc l'objectif, c'est juste se dire, OK, l'objectif minimum c'est combien? C'est les 161,8 théoriques. Le ratio est de 7,6, il est bon, je peux rentrer. Ne faites pas, OK, mon objectif maximum c'est combien? C'est les 87 000, le ratio est de 34, il est bon, je peux rentrer. Non, parce que si l'objectif minimum était beaucoup plus faible, ben, ce ne serait pas un bon trade parce que on toucherait peut-être que l'objectif minimum. Voyez pas la lune, d'accord? Vous êtes peut-être pas dans une fusée, vous êtes peut-être juste sur une petite sauterelle et vous faites bel et bien votre poids et la sauterelle en fait elle va pas réussir à sauter, d'accord? Elle va juste se faire écraser par votre poids parce que vous êtes trop lourd et en fait catastrophe, on va vers la cave, d'accord? Donc attention à ça. Attention à ça par rapport au ratio. Regardez toujours par rapport à la perspective minimale et non pas maximale, d'accord? Alors ça peut donner des ordres d'idées par après, mais toujours faire son ratio par rapport à l'objectif minimal. Alors, je vais laisser en fait le travail. Je vais juste retirer en fait ça. Je ne travaille pas la 4, je ne travaille pas la 5 pour le moment. D'accord, je ferai ça plus tard, selon eh bien, l'évolution, etc. Ou alors peut-être dans une autre vidéo, peut-être demain, mais je ne fais pas ça aujourd'hui. D'accord, voilà. Sinon, on va trop loin dans l'explication, etc. Je pense que tout de même, j'ai vu assez de choses. Est-ce que j'ai tout fait? Non, j'ai pas tout fait. Alors, j'ai pas tout fait, j'ai pas fait le décompte ici. Est-ce que je fais ça demain ou maintenant ou rapidement en 2 mots? 2 mots, allez 2 mots. Il se peut qu'on ait déjà fini la C, c'est-à-dire A, B, C et il se peut qu'on ait du coup déjà fini la Y. Je dis: «Il se peut», il faut pas s'exciter, hein, il faut pas exagérer et cetera, mais il se peut. Pourquoi? Parce que quand on prend le Fibonacci par rapport à la C, on va là-bas en dessous, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 potentiels. Encore, je rappelle, c'est un décompte qui est expérimental, mais quand on fait ça, on va rechercher les 61,8 Fibonacci d'une C. Donc là, par rapport à ça, pourquoi pas? D'accord? Quand on se met également en délit, donc c'est-à-dire l'objectif des 61,8 pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un objectif théorique. Parce que les objectifs sont 61,8, 100, 123 et 161,8. Et donc la C peut s'arrêter là. Donc, c'est-à-dire, quand on regarde ça également en délit, on a ici, et je vais retirer ici les images, regardez un beau rejet avec une énorme mèche, un petit corps vert là au sommet. D'accord? Donc on est vraiment sur une figure
qui nous montre une pression acheteuse et si elle s'exprime, tant mieux. Maintenant, je quand même, ça se dit pas, mais tout de même, pardon, j'insiste, on peut retrouver ce genre de bougie également. Là, c'est le mauvais exemple, je cherche. Là, ici, c'est le mauvais exemple, mais qui se font après suivre par un crash. Je regarde, je trouve pas. Je trouve pas. Parce que les hausses après, petite hausse, hein, on parle pas d'un bull run forcément, hein, mais je ne trouve malheureusement pas. Bon, je vais pas faire l'historique complet du BTC, sinon on va s'ennuyer à 2 non, parce que vous êtes quand même plusieurs milliers à regarder, mais on va s'ennuyer à 1000, d'accord? Mais c'est-à-dire que bon, je trouve pas, je suis désolé. Mais en tout cas, un beau rejet, de cette affaire-là et normalement, une belle pression acheteuse. Je parle pas de celle-ci, par exemple, d'accord, parce qu'elle est rouge. Je préfère vraiment interpréter une bougie avec sa mèche et son corps qui finit dans le positif. Là, ici, j'ai pas envie de l'interpréter. Je préfère vraiment là, c'est vraiment plus joli, quoi, d'accord, pour montrer que l'intention est boule. Même si la direction du prix est la même, je préfère vraiment se dire: «On clôture la journée au-dessus de son point d'entrée». D'accord? Bon, après, encore une fois donc là, pour moi, c'est pas mauvais non plus. Donc le point d'entrée, il est pas dégueulasse, quoi. Et on est à combien? On est à 19 050, pas mauvais du tout. On a vu par rapport au ratio, par rapport à la préparation du trade et donc là, je vous l'ai dit, enclume, voire même pas une enclume, hein, vraiment, un conteneur contenant des enclumes. J'appuie sur le clou et je rentre dans le second trade haussier. Bon, je pense que j'ai tout fait, tout dit. Voilà, OK, on se retrouve à la prochaine et ciao.